Vous nous parlez d'outils, pourriez-vous nous les présenter? Alors, donc de nouveau, c'est des outils pour permettre aux enseignants d'abord de réguler les territoires, mais ça c'est peu actif au niveau du cyberharcèlement. C'est l'idée qu'on doit contrôler des territoires. Quand on est en territoire scolaire, il y a un ensemble de règles qu'on doit respecter. Mais surtout, et ça c'est fondamental en matière de prévention du cyberharcèlement ou d'action préventive, c'est-à-dire une fois que ça se produit, éviter les conséquences négatives, c'est gérer le climat de classe. Un outil, par exemple, c'est de pouvoir diffuser des normes à partir d'espaces de parole qui sont maîtrisés par l'enseignant parce qu'ils sont régulés par lui. C'est-à-dire qu'un espace de parole, si vous ne le régulez pas, ça devient un espace dans lequel ceux qui avaient le pouvoir le reprennent déjà. Et les dominés n'osent pas parler d'ailleurs. Si vous avez un espace de parole qui est un groupe ouvert de discussion, vous aurez les dominants, c'est-à-dire les harceleurs ou les cyberharceleurs qui vont prendre le pouvoir. Et en tant que harcelé, vous ne pouvez pas dire grand-chose, vous risquez d'avoir toute la classe sur le dos très rapidement. Donc il faut que l'adulte mette en place ces groupes de parole qu'on appelle des groupes de parole sécurisés pour l'enfant ou régulés d'un point de vue enseignant. Alors, pour ça, il y a simplement l'idée qu'on permet aux élèves d'exprimer leurs émotions, pas leur opinion. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas qu'est-ce que vous pensez, mais qu'est-ce que vous ressentez. Ils prennent des émoticônes, tristesse, colère, joie, peur, éventuellement dégoût. Vous prenez une émotion et votre émotion va être protégée. La première règle d'un espace de parole régulé, c'est qu'une émotion se dit, ne se contredit pas. Si vous dites que vous êtes triste ou que vous êtes en colère parce qu'on se moque de vous, personne n'a à essayer de vous faire croire que c'est de l'humour. Ce n'est pas l'émetteur qui définit si c'est de l'humour ou de la moquerie, c'est le récepteur qui définit s'il a été blessé ou pas. Ça, ce sont des éléments fondamentaux. Quand vous protégez une émotion, la personne, effectivement, à ce moment-là, est en mesure d'en parler. Toujours le faire dans des espaces circulaires. Vous parlerez de vos émotions si les autres vous voient, si vous voyez le visage des autres. Mais surtout, vous n'en parlerez que si vous êtes sûr que personne ne va chercher à nuancer, vous interdire d'exprimer l'émotion ou la rendre illégitime. Si elle est protégée, et c'est au rôle des adultes de protéger les émotions de chacun dans la classe, eh bien à ce moment-là, vous pouvez en parler. Surtout que la deuxième règle va vous garantir que vous ne serez pas interrompu pendant que vous parlez. Nous sommes dans ce qu'on appelle une démocratie. Si vous avez des émotions, très souvent, vous allez trouver en face de vous, y compris chez des gens qui vous sont tout à fait bienveillants, des personnes, si vous dites que vous êtes triste, quelqu'un va essayer très très vite de vous dire que vous n'avez pas à être triste, que vous avez des tas de raisons d'être content parce qu'il a peur de la contagion émotionnelle. Si vous allez voir un professionnel, il va faire l'inverse. Il va vous dire vous êtes triste, vous avez bien raison d'être triste, expliquez-moi pourquoi vous êtes triste. Et là, vous sentirez contenu dans l'émotion. C'est ce qu'on fait dans ces cas-là, en permettant à l'élève en difficulté d'exprimer son émotion jusqu'au bout. C'est-à-dire que la deuxième règle, c'est l'adulte et exclusivement lui qui donne et qui reprend la parole. Vous avez un bâton de parole. Et le bâton de parole vous permet de parler jusqu'au bout. Vous expliquez pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous avez peur, pourquoi vous êtes en colère. Et vous l'expliquez par rapport, par exemple dans le cas du cyberharcèlement, je suis triste parce qu'on diffuse à mon propos une image que je ne veux pas voir diffusée. Je suis en colère parce qu'on émet des rumeurs à mon sujet. Et j'ai peur parce qu'on me menace. Et vous avez un ensemble d'éléments qui fait que vous pouvez expliquer l'émotion, son contenu, et vous pouvez aussi effectivement l'expliquer jusqu'au bout. C'est cette deuxième règle. La troisième règle suppose qu'on ne nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas. Le but n'est pas de faire le procès du cyberharceleur, qui d'ailleurs n'est pas souvent un individu isolé, mais c'est une nébuleuse. Ils sont plusieurs, c'est pas toute la classe, c'est un ensemble de personnes. Et le harcelé ou le cyberharcelé n'en a ni la force ni l'envie. Lui, tout ce qu'il entend dire, c'est il veut que ça s'arrête. Il veut qu'on décompose ce qui est en train de créer le cyberharcèlement. Donc quand on lui dit tu vas, parce que quand je reçois moi un élève ou un enfant ou un adolescent ici, je suis obligé de lui dire, c'est plus ton problème, c'est mon souci. C'est à moi à mettre en place dans ta classe, par exemple, des espaces de parole. Quand il entend espace de parole, généralement il tremble. Il se dit ça va être une catastrophe, on va parler de mon problème devant tout le monde, je vais être confronté à l'agresseur, je ne supporterai pas. Et donc on doit le garantir tout de suite, on va mettre en place un espace de parole, mais qui va être contrôlé, sécurisé, et il n'y aura pas de représailles. Et évidemment, si vous n'accusez personne, il n'y aura pas de représailles, et vous allez alors activer la quatrième règle, qui est la plus importante et la plus difficile à faire respecter par les enseignants, c'est surtout les adultes ne proposent pas de solution. Parce que si vous proposez une solution, tout le groupe va se reposer sur vous et on ne va rien chercher. Alors que dans le cyberharcèlement, comme dans le harcèlement, on voit systématiquement les élèves qui font partie de ce qu'on appelle les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui n'agissent pas directement, mais qui souffrent de voir agir et qui aussi ont peur un jour d'être dans la position du harcelé ou du cyberharcelé,
émettre des propositions. Alors, dans le cyberharcèlement, ce qu'on voit apparaître le plus spontanément et le plus rapidement, c'est ce qu'on appelle le débuzz. C'est-à-dire, quand le problème du cyberharcèlement, c'est le buzz. On fait un bruit autour de vous. Et le bruit ne supporte pas le dialogue, la contrainte ou le débat, ou l'avis contraire. Et donc, dès que quelqu'un émet un message du style « moi, je vais mettre un message sur Facebook pour dire que ce qu'on dit à ton propos, c'est du pipeau, pour dire que l'image, il ne faut pas la regarder. » Et vous avez tout de suite un débat qui se met en place. Et dès que le débat se met en place, le buzz s'arrête parce que ça ne supporte pas un bruit qui, à un moment donné, des forces antagonistes. C'est ce que moi, j'expérimente, par exemple, dans la presse en ligne. J'écris régulièrement des articles pour le Nouvel Obs ou pour des journaux en ligne. Vous savez, on est très très vite brocardé, il suffit d'une position qui ne plaît pas aux autres, vous êtes brocardé de manière massive en quelques mots. Et puis vous avez des personnes qui tout de suite interviennent pour nuancer le propos, pour produire du débat. Et tout ça s'arrête et prend une fonction beaucoup plus sereine. C'est ce fameux débuzz qu'on a vu se manifester dans toutes les classes où on a mis en place ce système-là. Alors c'est là le vivre ensemble. Si vous mettez en place des espaces de parole régulés dès le début de l'année, vous n'aurez pas de harcèlement et pas de cyberharcèlement parce que le harceleur sait qu'il y a un espace où il va être identifié et le harcelé sait qu'il y a un espace où il peut parler et donc le phénomène sera contrôlé. C'est pour ça qu'on a intérêt à mettre ça en place très très tôt. Malheureusement, parfois, ça ne suffit pas. Parfois, effectivement, les normes de vivre ensemble ne sont pas suffisamment ancrées pour qu'on puisse espérer que tout le monde vive bien dans la classe et on doit faire ce qu'on appelle un rappel de la loi. C'est pour ça qu'on a un troisième outil dans les écoles qui est lié à ce qu'on appelle les conseils de discipline, qui sont amenés à rappeler la loi, qui sont activés en cas d'injure raciste, en cas d'agression physique, lorsque il y a un enseignant qui se sent déconsidéré, et pour notre propos, essentiellement en cas d'usage asocial d'un réseau social. Alors, il faut bien savoir qu'effectivement, on a dû mettre en place ces conseils de discipline, notamment pour faire face aux réseaux sociaux fulgurants, genre Snapchat, Periscope, etc. Parce que là, vous n'avez pas le temps d'organiser le débuzz. Vous êtes assassiné sur un réseau social, incendié très rapidement, et toutes les preuves vont tomber aussi vite. Vous n'aurez aucun indice. Et donc là, il y a une loi. Et Facebook, en légiférant, a permis de mettre en place cette loi qu'on appelle une loi réactive. Ce n'est pas une loi active. Ils ne sont pas fous à Facebook. Ils ne vont pas vous dire on interdit au moins de 18 ans, ni même au moins de 16 ans. Ça n'aurait pas de sens. Ils se mettraient une balle dans le pied. Donc vous allez recevoir un petit message. Es-tu sûr que tu as 16 ans? Vous en avez 12, vous disiez oui, vous dites oui, vous continuez. Et donc le principe n'est pas de faire une loi qui interdirait l'usage de nouveau, mais une loi qui est activable en cas d'usage asocial du réseau. Et là, les écoles peuvent le faire. Alors, ça se passe comme ça, un conseil de discipline. Vous avez la direction, un représentant des éducateurs, un représentant des enseignants. En cas d'un problème de délit par rapport à un fait qualifié loi, c'est-à-dire une agression physique ou, dans le cas qui nous intéresse, un usage asocial des réseaux sociaux, vous êtes invité à comparaître devant cette petite cellule. Vous pouvez vous faire représenter par l'adulte de la communauté scolaire de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de vous expliquer vous-même. On peut se faire représenter par un enseignant en qui on a confiance, qui ne va pas nous servir d'avocat, mais de porte-voix. Et la structure institutionnelle va systématiquement prendre une sanction, mais qui sera toujours probatoire. Pour le dire simplement et pour prendre un exemple, imaginez, votre fils vient d'être incendié sur Snapchat. Épouvantablement, vous allez voir le directeur de l'école, il vous dit « Ok, on va activer un conseil de discipline ». La personne qui est supposée être à l'origine de cet incendie cybernétique est convoquée au conseil de discipline. On lui dit « Voilà, on pourrait penser que tu as commis un usage asocial des réseaux sociaux. On ne sait pas le prouver, puisque par nature, ça a disparu. On ne t'accuse donc de rien. On prend quand même une sanction à titre probatoire si dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans l'année, on a de nouveau des indices qui nous laissent penser qu'effectivement tu as utilisé de manière asociale le réseau social. À ce moment-là, la sanction sera 3 jours de renvoi. Là, vous prenez toujours une sanction dissuasive mais probatoire. Et vous dites à l'enfant cyberharcelé, en cas d'attaque cybernétique, tu fais des captures d'écran et même le réseau fulgurant à ce moment-là permet de laisser des traces.
Et là, vous avez des mécanismes qui protègent la victime. Alors, il faut toujours savoir que la victime se sent protégée par la lourdeur de la peine qui est infligée. Et le cyberharceleur potentiel, lui, se sent écouté parce que la mesure est probatoire. Lui est attentif à l'aspect probatoire de la mesure. Et donc, vous avez à ce moment-là 2 outils, principalement dans le cyberharcèlement, les espaces de parole régulés pour gérer le vivre ensemble et pour rendre finalement le cyberharcèlement peu probable. Mais quand il est opérant, vous avez aussi un espace de contrôle qui sont les conseils de discipline qui permettent à ce moment-là de rappeler la loi. Et la loi, je le répète, interdit non pas les réseaux sociaux, mais l'usage asocial du réseau social.